Bonjour à toutes et à tous. Je suis Simon Thiraud, délégué général de l'Union nationale des associations de tourisme, et je vais avoir le plaisir d'animer ce dernier temps avant les mots de conclusion de ce sommet. Un sommet très dense en contenu. Et aujourd'hui, dans cette dernière partie, nous allons essayer de nous projeter sur l'avenir et dans le futur. Au printemps 2020 et à l'été 2020, on a beaucoup parlé de l'après-crise. Est-ce qu'il y aura un après? Et c'était un peu quasiment le fantasme à ce moment-là. On se rend compte que cette question de l'après est peut-être n'est plus posée exactement de la même façon maintenant. Et donc nous, là, aujourd'hui, on va essayer de s'interroger sur l'avenir des acteurs et des hébergeurs dans le tourisme et le tourisme pour tous. Y a-t-il une nécessité de se réinventer? Si oui, comment? Et quelles sont finalement aussi les tendances de fond qui avaient peut-être émergé avant la crise, qui ont pu être accélérées avec la crise et qui va falloir intégrer dans des stratégies de promotion, d'attractivité. Et même s'il a été question tout à l'heure de démarketer le tourisme, également dans des stratégies marketing. Alors 3 temps. Je vais avoir un mauvais rôle qui est celui de timer aussi ces 3 temps. Un premier temps, les 3 temps seront constitués d'une intervention avec ensuite la réaction d'un grand témoin. On va enchaîner les 3 temps et puis on essaiera ensuite d'avoir un petit temps pour pouvoir échanger. Le premier point, c'est d'abord de se poser la question de ces grandes tendances, finalement. Quelles sont-elles? Est-ce qu'il y a des nouvelles attentes qui émergent, notamment en ce qui concerne les hébergements touristiques? Donc notre première intervenante, Christelle Lepoutre, qui est chargée d'études ici à Auvergne Tourisme, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Et donc vous savez décrypter, décortiquer les tendances dans notre secteur. Et donc, à vous la parole sur ce premier point. Quelles sont ces grandes tendances et comment est-ce qu'elles évoluent? Un grand merci. Bonjour à tous. Ravi de vous revoir sur Lyon. Certains visages sont familiers. Je vais faire un petit peu, effectivement, comme Anya, pour vous parler du futur. Je vais commencer par vous parler du passé, sur une période un petit peu plus courte. Je vais prendre un siècle d'histoire pour vous dérouler la manière dont on s'est finalement assez bien adapté aux crises. On va commencer à la sortie des années folles, en 1929, après une grande période de dynamique économique où on s'est un petit peu emballé au niveau de la spéculation boursière. On arrive au krach de 1929, que vous connaissez tous, et qui, malgré des interventions assez fortes des États, va finalement perdurer jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Nous finissons cette période avec les 30 Glorieuses, là encore une belle période de dynamique économique qui va déboucher sur une crise géopolitique, un emballement des prix de l'énergie et le premier choc pétrolier surtout, avec les conséquences à nouveau que l'on connaît. En 2001, une crise un petit peu particulière puisqu'elle va toucher, et je reprends les termes, le Graal du tourisme international. C'est la première fois, les attentats, vous le voyez, de 2001 vont avoir un impact évidemment sur la population américaine et puis surtout sur le tourisme international. C'est le premier point que l'on remarque. Peu de temps après, 2002-2003, l'épidémie du SRAS, qui va être surtout concentrée sur les pays asiatiques et qui va déjà leur donner l'habitude de porter un masque, de la distanciation sociale, mais la peur de l'autre, en fait, qui va être endiguée par des gestes barrières. Nous arrivons à la crise des subprimes, qui a touché initialement les États-Unis avec la titrisation des crédits immobiliers aux États-Unis qui, par sa multitude, va conduire à nouveau à un krach boursier qui va être poursuivi et qui va être prolongé sur toute l'Europe et les pays occidentaux. Et enfin, alors, je l'ai indiqué en tant que crise, le changement climatique
commence dès 1850, en fait, si on veut être complètement honnête. Et il va commencer avec la révolution industrielle. Pourquoi l'avoir débuté en 2010? Parce que ça ne nous a pas échappé cet été. C'est à partir de cette décennie que l'on a véritablement une accélération du changement climatique avec les crises que l'on a connues cet été, les incendies de l'Australie qui se sont prolongés jusqu'aux côtes californiennes. On pense tout particulièrement à nos voisins européens sur la Belgique et puis sur l'Allemagne qui ont connu des inondations. Donc une crise majeure qui s'accélère, le dernier été, est assez révélateur. Pourquoi parler des crises? Parce que ce que l'on voit, c'est qu'elles sont brèves. Alors historiquement, ça peut durer quelques années, mais vous le voyez, on est sur un cycle schumpeterien. C'est qu'à chaque fin de crise, on voit une relance de l'économie et des solutions qui sont trouvées. Typiquement, pour le choc pétrolier, c'est une réflexion sur les énergies fossiles, toujours d'actualité et encore plus d'actualité. On a vu effectivement aussi une régularisation du système boursier et puis déjà des solutions qui avaient été trouvées pour endiguer le SRAS dans les pays asiatiques. Donc ce que l'on voit, c'est que même si c'est pour vous, opérateurs touristiques, des moments parfois difficiles, on va le voir, la crise peut accélérer certaines choses. Toutes ces crises ont en commun certains dénominateurs. Ce que l'on voit, c'est que la première chose, c'est une mise en avant des offres responsables et surtout presque, j'allais dire, un repli communautaire. C'est-à-dire qu'on est revenu à l'intérieur de nos frontières. Pour ceux qui ont connu les années 70, il y avait un slogan en France, c'est « Nos achats sont nos emplois ». Donc la notion de consommation éthique. Ensuite, il y a la valorisation du faire soi-même. Ça ne vous aura pas échappé. On le voit pour la cuisine, on n'a jamais autant cuisiné, fait son pain, fait ses gâteaux, fait ses masques. Donc on revient sur soi-même et sur la valorisation. Enfin, il y a le culte de la sobriété et le refus de l'ostentation. C'est-à-dire que beaucoup ont connu des chocs sociaux, je pense à 1929, Steinbeck, et beaucoup de crises économiques. Et même les gens, les personnes qui avaient été épargnées par ces crises, ne vont pas être dans l'ostentatoire et dans la démonstration de richesse. Il y a une certaine sobriété et respect vis-à-vis de l'autre. Et enfin, et ça c'est intéressant, dès que l'on sort de ces crises, la première chose que l'on a envie de faire, c'est back to normal, mais revenir à un achat un peu plaisir, un peu consommation. On a beaucoup parlé du revenge tourism, mais ce sont des notions qui sont communes à toutes les crises. Là où le Covid a été particulier, c'est que l'on a pris le temps de la pause, particulièrement lors du premier confinement. Tout s'est arrêté. Ensuite, il y a eu le moment de réflexion et certains ont réellement remis en cause leur mode de vie. On le voit plus particulièrement pour les millennials, en fait, qui ne veulent pas revenir à un rythme de travail habituel, qui ne veulent pas reprendre certaines contraintes, d'où les tensions que l'on observe actuellement, particulièrement sur l'hôtellerie et la restauration. Le besoin de transparence. En France, on a beaucoup parlé des invisibles, mais c'était tout le monde de l'éducation et de la santé, des domaines majeurs et importants qui sont sortis effectivement d'une certaine invisibilité pour passer au premier plan. Enfin, et là aussi ça va beaucoup changer nos modes de vie, nous sommes sur la généralisation du télétravail. Effectivement, des temps de travail recomposés entre le domicile et chez soi. Et enfin, Anya l'a dit également, des rêves d'espace et de nature. On veut retourner au grand air après avoir passé un peu trop de temps à la maison. Ces grandes tendances nous amènent à un changement des dogmes en termes de sociologie. On était beaucoup dans l'actualité ces dernières semaines, ces derniers mois, et ce que l'on a souhaité, c'est travailler avec le cabinet Sociovision, qui est spécialisé dans la sociologie internationale. Et l'idée, c'était de prendre un petit peu de recul, de se demander en fait quels avaient été les impacts immédiats du Covid, mais ceux qui en fait avaient perduré et des prolongations de tendances. 5 tendances ont été révélées. Le premier, c'est la santé, le bien-être. Et jusqu'à présent, dans nos versions particulièrement occidentales, on avait tendance à vouloir soigner les symptômes.
là, ce que l'on va faire, c'est s'attacher aux causes, c'est-à-dire se demander comment on peut vivre mieux. Ensuite, il y a la connexion au territoire. Alors, pas simplement la vision assez superficielle que l'on peut avoir à travers la carte postale, mais bien une approche beaucoup plus sensorielle, beaucoup plus en profondeur. On va aller vers l'approche des cuisines, on va s'émerveiller de l'esthétique, donc aller plus loin dans la connaissance du territoire. Naturellement, elle est au cœur de nos préoccupations, la connexion aux autres. La connexion aux autres, là, par le digital, effectivement, c'est une tendance que l'on observe depuis plusieurs années. On n'a jamais autant partagé de façon virtuelle sur nos expériences, sur le mode de vie que l'on a vécu. Mais pour autant, en sortie de crise, on s'est tellement distingués les uns les autres que ce que l'on va chercher, c'est la vraie connexion aux autres. Enfin, il y a le désir d'insolite. Alors, le désir d'insolite, pas nécessairement, et je vais utiliser les Maldives, mais vous voyez, c'est pas les Maldives en avion. Le désir d'insolite, en fait, on va vouloir le retrouver à proximité de chez soi. En fait, c'est les pépites. On va vouloir, en fait, redécouvrir sa ville. On en a parlé avec Florence. Voilà, l'idée, c'est ça, c'est de dire aux autres aussi qu'on peut trouver de l'extraordinaire à côté de chez soi. Et enfin, le tourisme responsable, qui est un volet très important. Je ne vais pas trop discuter le sujet, puisque ce sera l'objet de l'intervention de Guillaume Poncy qui me suivra. Quand on va un petit peu, je vais prendre simplement les trois tendances premières. Quand on va dans le détail, comment peuvent-elles se traduire pour votre industrie? En fait, ce que l'on voit, c'est les attentes montantes, la gastronomie saine. La semaine dernière, à Lyon, nous avons reçu le CIRA, qui est le Salon international de la restauration. Ce qui m'a beaucoup frappé, en fait, c'est le nombre d'innovations sur les produits véganes, sur le court-circuit, sur le local qui était réellement mis en avance. C'est pas nouveau, hein, mais là, c'était vraiment une tendance forte. On sent que c'est un appel à écouter le client. Voilà. Ensuite, il y a la proximité avec la nature, avec les espaces verts, la végétalisation, qui effectivement, jusque sur notre architecture, a changé les choses. Vous avez peut-être beaucoup vu de bâtiments en fait qui sont végétalisés pour baisser la température, pour se fondre en deux dans le décor. On a besoin d'espaces hybrides aussi, des espaces qui vont nous permettre de concilier et le bien-être et le plaisir. L'importance de l'ambiance et de l'esthétique du lieu, retravailler son décor, s'y sentir bien, et toujours dans cette notion de prendre soin de soi, les équipements de bien-être, de loisirs, la piscine, le spa, le fitness, effectivement, que l'on demande beaucoup dans nos hébergements touristiques. Le deuxième point, c'est l'axe de connaissance au territoire. Là, ce qui va être important, c'est de vous mettre en tant qu'opérateur en cohérence avec les particularités du lieu. Moi, ce qui me plaît beaucoup maintenant dans la restauration, c'est de voir des menus où on a le nom du producteur de viande, où on a le voisin qui a apporté les fruits et légumes. Mais l'idée, c'est de se reconnecter au territoire et de travailler et valoriser la mise en scène des éléments de patrimoine. Chez nous, à Lyon, c'est la fête des Lumières, le 8 décembre. Que l'on a maintenant développé au niveau international. C'est la découverte du territoire avec les 5 sens, on en a parlé. Et puis surtout, et cela va vous aider, c'est des partenariats avec les acteurs locaux pour proposer des expériences typiques, des visites un peu particulières, mais aller plus en connaissance du territoire. L'axe de connexion aux autres, il est transversal, il apparaît dans toutes les dimensions, mais voilà, travailler sur les espaces communs et des espaces de convivialité. Dans vos hébergements, c'est un lobby qui se transforme, c'est des salles de réunion où les touristes, mais également les habitants, peuvent se retrouver. Donc c'est des espaces où on va pouvoir accueillir des activités, des ateliers, c'est un mix de population, et également l'activité séminaire. La mise en place d'espaces dédiés au coworking. Le coworking, quand on est passé en télétravail, effectivement, certains ont apprécié le temps de se retrouver chez soi.
D'autres, et c'est plus commun aux espaces ruraux, ont eu besoin de trouver des espaces où se retrouver, pas nécessairement dans la même entreprise, mais pouvoir avoir des équipements, une bonne connexion et travailler hors de chez soi. Certains hébergements ont compris cette tendance et on l'a très rapidement proposé, ce qui leur permettait de retrouver un peu d'activité. Et puis la journée de ces 2 jours l'illustre, mais le besoin de rencontres multiculturelles, retrouver l'autre et puis des connexions plus locales. Ces tendances sociologiques, on les a maintenant traduites pour les hébergements du futur et on arrive vraiment effectivement à cette 3e partie qui va répondre à vos attentes. On en a parlé. On a connu beaucoup de crises à travers le siècle et plus récemment, vous, opérateurs de l'hébergement touristique, vous avez dû faire face à des grandes difficultés. On va commencer par la concurrence des agences de voyage en ligne. Effectivement, j'allais dire presque un mal nécessaire quand je vous écoute. C'est-à-dire qu'on sait qu'effectivement, ça va apporter une clientèle, une communication, mais ce sont des contraintes financières également. Ce que l'on voit, c'est l'émergence de nouveaux acteurs. Cela a commencé vers 2010. Airbnb, c'est une réponse à la crise. On ne voulait pas sacrifier ses vacances, donc on a trouvé des formules un petit peu alternatives. Pour le client, c'était l'opportunité de trouver des offres un peu moins chères et puis de discuter avec des locaux. Et puis, pour les résidents, c'était une façon, effectivement, d'apporter des revenus supplémentaires. Donc là, c'était une réponse à la crise. Ce que l'on voit également, on en a beaucoup parlé, c'est l'hybridation des hébergements. Effectivement, des villages vacances plutôt traditionnellement tournés vers les familles qui vont accueillir du séminaire et inversement, des résidences de tourisme qui, plutôt portées sur la clientèle d'affaires, vont proposer des activités pour les enfants. L'objectif commun, en fait, de toutes ces hybridations, c'est de pouvoir améliorer ses capacités de gestion et donc de revenus supplémentaires. L'importance des millennials, effectivement, ces jeunes adultes qui vont avoir beaucoup changé et qui vont donner la tendance. On a parlé du télétravail, mais un autre mode de vie leur importe. Et l'idée, c'est de pouvoir concilier et le pro et le perso. Et enfin, tous les mouvements sociaux en France, les gilets jaunes et les crises que l'on a connues juste avant les confinements et la pandémie. Tout cela a entraîné de nouveaux défis et puis s'est ajouté la crise sanitaire. Et pour autant, en France, on a vu des nouvelles tendances qui ont agi comme des catalyseurs de certaines tendances. Le digital, par exemple, toujours aussi rare, les professionnels de la restauration disaient que cette pandémie a permis de gagner 4 ans sur le digital. Monsieur Schmitt vous l'a dit, maintenant 80% des achats touristiques se font sur des plateformes. Le digital est devenu un enjeu majeur et pour votre communication et pour votre achat et ensuite pour votre réputation. Et puis nous allons aborder également la responsabilité sociétale et environnementale. Ce que vous voyez, c'est, allez, je vais dire une adaptation de la pyramide de Maslow que l'on a travaillé toujours avec Sociovision. Et vous le voyez, on va commencer par des besoins un peu primaires. On va commencer par un personnel accueillant. Lorsque l'on travaille avec Emmanuel de TCI Research, un des premier facteur de satisfaction que l'on a pu noter, c'est l'accueil de la population locale et puis l'accueil humain qui fait partie des choses mais primordiales pour assurer une performance et une satisfaction de sa performance. Et ensuite, très basiquement, une literie de qualité, une bonne connexion Wi-Fi qui est juste un indispensable, un petit déjeuner de qualité. Je reviens sur la notion de produits locaux, de produits du terroir. C'est une vitrine également, le petit déjeuner, et une réassurance sanitaire. Ce qui a changé en fait en termes de réassurance, c'est qu'en 2020, c'était l'argument primordial. C'est-à-dire que si vous vouliez assurer votre clientèle, c'était le premier message à mettre en avant. Pendant l'été 2021, ce qui a changé, c'est que maintenant, à force d'en entendre parler, entre nous, c'est devenu presque anxiogène. C'est-à-dire qu'on aimerait tellement passer à autre chose qu'il faut toujours en parler, mais pas en message principal. Rassurer le client. Une fois que ces basiques sont assurés, on monte vers des éléments à valoriser. Une démarche environnementale, sincère, je vais la développer, du mobilier de qualité. Ce qui est intéressant maintenant, beaucoup d'hébergements proposent des chambres non standardisées avec du meuble de récup, mais des choses plus authentiques.
Des espaces pour être au calme. Le calme, c'est devenu le nouveau luxe. C'est-à-dire que les recherches qui sont faites dans l'industrie du luxe travaillent beaucoup sur la notion du bruit. Derrière le calme, c'est un espace qualitatif et la présence d'une piscine, d'un spa pour se détendre. Le troisième, et là on arrive au summum de la pyramide de Maslow, c'est pouvoir offrir une restauration à toute heure. Alors particulièrement pour les clientèles étrangères, on le voit sur les études de la DGE sur laquelle on travaille également, on a un petit peu de difficulté à pouvoir s'adapter au comportement des clientèles étrangères. Quand on est en déplacement, moi il m'arrive de déjeuner dans des golfs parce que c'est les seules structures qui proposent une restauration à toute heure, typiquement. On sait les difficultés que ça peut avoir en termes de charge, hein, mais effectivement, pour le comportement touristique, notamment étranger, c'est un peu dur. Ensuite, des espaces pour se divertir, et là, intégrer à l'hébergement touristique. En fait, ce que l'on a travaillé, et vous le savez, il est très cher de capter de nouvelles clientèles. Par contre, les fidéliser, c'est plus facile. Et si vous leur offrez, en fait, dans votre hébergement, un club ado, des espaces pour se divertir et la présence d'un spa, vous allez avoir la même fréquentation, mais un RevPAR augmenté. Donc, n'hésitez pas à proposer des services upsell à vos clientèles afin d'augmenter effectivement ces revenus. Et puis voilà, travailler sur le spa et le bien-être. Donc, les défis, on en a parlé, c'est la technologie. En fait, vous êtes tous habitués maintenant, quand on va au restaurant, à scanner votre menu, à scanner votre QR code pour avoir votre menu. L'idée aussi, c'est d'aller plus loin, vers de la e-conciergerie, par exemple. Mais votre consommateur doit pouvoir trouver sur une application tous les services que votre hébergement propose. Donc, n'hésitez pas, effectivement, c'est le nouveau défi, à intervenir dans les nouvelles technologies. Le nouveau défi, c'est la RSE. Le premier point, c'est la qualité de vie au travail. Les tensions sur le personnel et la difficulté à trouver du personnel en ce moment sont réellement importants. Donc, chouchoutez-le. Ça passe par des équipements qui évitent de la pénibilité, ça se passe par des espaces collaboratifs. Emmanuel illustrera avec un cas d'exemple. Là, parfois, j'ai l'impression de dire Yaka Faucon. C'est un peu facile. Il y a des choses que vous connaissez déjà, des choses qui sont assez exemplaires et qui seront mises en avant par l'approche benchmark. Donc vous allez le voir, mais travaillez effectivement sur votre facteur humain, y compris au niveau du personnel. L'idée, c'est de réduire et le turnover et l'absentéisme réellement important. Ensuite, on a la domotique. La domotique, c'est vous mettez votre carte quand vous arrivez dans la chambre. Ça permet d'économiser le chauffage, l'énergie, gérer l'énergie. La RSE, c'est un défi pour vous, hein, parce qu'on vous demande réglementairement de baisser votre émission de carbone, même si, entre nous, on va être franc, on sait que 60% des émissions carbone dans le tourisme sont dues au transport, mais on va vous demander quand même à vous aussi de faire des efforts pour répondre aux clients. Le client ne peut plus satisfaire de la serviette en éponge qu'on ne va pas nettoyer, il n'est pas dupe, donc il va vous demander d'aller plus loin et puis de communiquer sur les efforts que vous faites. La notion des déchets, il peut y avoir des choses très faciles. On arrête les échantillons dans la salle de bain, c'est des grandes quantités de savon, de shampoing que l'on laisse à disposition, c'est des fontaines d'eau pour éviter les bouteilles, c'est ces petits bonus qui vont vous permettre effectivement et de réduire et de valoriser vos déchets. Et enfin, le local, travailler avec les produits de la région pour vos petits déjeuners, vos déjeuners, mais ça passe aussi par le décor, travailler avec vos fleuristes, avec vos primeurs. Voilà, donc pour l'hébergement, 5 grandes tendances qui vont être traduites. C'est le self-service à valeur ajoutée, la technologie, le comme à la maison, on est beaucoup resté. Un des rares secteurs qui a été dynamisé par la pandémie, c'est l'architecture intérieure et la décoration. On est tellement resté chez soi que l'on a vraiment travaillé sur le cocooning de chez soi et réadapté par rapport au mode télétravail. Ensuite, il y a les nouvelles auberges où on a dit en mix entre l'hôtel et l'auberge de jeunesse un peu plus classique que l'on a connue, le plein air, le tout air
À nouveau, on respire. Et puis, le business plaisir, on mélange les affaires avec le loisir. Ça va même encore plus loin, puisque certaines destinations maintenant proposent le workation. Je me retourne vers Emmanuel, puisque tu vas le développer, mais l'idée, c'est ça, en fait, c'est que certaines destinations ont poussé plus loin ce principe et proposent même de faire du télétravail sur des destinations qui font rêver. Donc voilà pour ces tendances. Le self-service, voilà, c'est quoi? C'est un last minute qui est accentué. En 2019, on réservait 34 jours. Et en 2020, on voit une réduction de 30% du leading time, enfin du temps entre la réservation et la concrétisation du séjour. C'est toujours travailler sur la flexibilité. On ne sait pas de quoi demain sera fait, donc pouvoir proposer des annulations ou des reports. Et enfin, le confort ne suffit plus. On l'a vu travailler sur l'expérience et sur la personnalisation. On travaille sur le comme à la maison, proposer une expérience cocooning, des concepts hybrides dont on a parlé, et le pleasure, pouvoir mélanger et proposer à votre clientèle et du loisir et de l'agrément. Si vous devez retenir 5 choses de cette présentation, effectivement, beaucoup d'informations sont passées. La première chose, votre premier facteur de succès, ça va être l'expérience client enrichie. La famille Adams n'est peut-être pas la famille la plus conventionnelle pour présenter les touristes, mais certaines personnes peuvent préférer un hébergement peut-être un peu plus gothique, des activités nocturnes, mais l'idée c'est de personnaliser pour chaque client. Demandez-leur en fait avec qui ils viennent, si ce sont plutôt des enfants ou des amis, et quand ils viennent, un primo-visiteur va vouloir visiter les incontournables de la région. Ceux qui viennent plus souvent vont avoir envie de proposer autre chose. Donc à nouveau, personnaliser pour fidéliser et pour vous adapter à la clientèle. Ensuite, adaptez-vous aux nouveaux usages de la clientèle, c'est-à-dire une gastronomie de qualité et en circuit court, et effectivement des timings adaptés et la réassurance de pouvoir trouver des équipements pour prendre soin de soi. C'est la notion d'alliance et de partenaires locaux. Effectivement, vous avez des touristes, mais vous pouvez, par votre activité de restauration et de bien-être, faire venir les locaux. Et donc, là encore, plus de communication, mais également plus d'activités pour vos hébergements. Enfin, une démarche RSE sincère surtout. Je ne reviens pas sur la notion de greenwashing, mais il est important de pouvoir montrer son credo par des actions qui portent, on l'a vu, aussi bien sur l'humain que sur l'équipement. Et enfin, une maîtrise des outils digitaux. C'est les nouveaux défis auxquels votre activité fait face. Et il sera important, effectivement, de pouvoir répondre tout au long du parcours client, que ce soit dans l'information, dans la réservation, dans l'achat, et effectivement, après, maîtriser votre e-réputation. Merci beaucoup pour cette présentation. On voit que dans la richesse des informations partagées, les opérateurs du tourisme social et solidaire ont un certain nombre de clés en main pour y répondre, pour faire vivre aussi leur spécificité et participer à cette dynamique. Alors, le format prévoit une réaction de quelques minutes, 2-3 minutes, pas beaucoup plus, et ensuite passer un deuxième tour de parole, à une deuxième présentation. On gardera du temps à la fin pour des échanges, puisque je vois Marc lever la main. Le grand témoin qui a été proposé pour pouvoir réagir pendant quelques minutes à ce qui vient d'être dit, c'est Francisco Madelino, qui est le président de la fondation Inatel, bien connu évidemment de l'OIT Assisto. Francisco, est-ce que vous inspire cette présentation? Et vous pouvez parler depuis votre siège en activant le micro si vous voulez. Oui. Merci pour quelques minutes. Oui, merci pour l'excellente présentation par Christelle de les 9 tendances de tourisme. Je pense qu'il faut pour le tourisme social, avec ses apports de Christelle,
é que la conclusion est qu'il y a une transformation, et cette transformation dit, comme dit Christelle, qu'il y a hyper personnalisé des touristes. Donc, il y a un mouvement avec des causes qui colloque la demande, les consommateurs, qui est les touristes, dans une place très importante et qu'il y a des groupes de personnes qui forment des groupes sociaux et que le problème pour nous est de définir une activité économique touristique pour ces groupes. Et les technologies ont une grande évolution avec les big data pour faire sa démarcation qui a des caractéristiques psychologiques, économiques et sociales. Nous parlerons ici pour le tourisme social. Je pense, il est important, je crois, que le tourisme, qui est une réalité économique très importante mais récente, il y a un croissement exponentiel depuis la Seconde Guerre mondiale, exponentiel, et qui est la conséquence de trois situations, de trois causes, et que le tourisme social est relationné. La première cause est la réduction de l'horaire du travail. L'agenda sociale, avec le socialisme utopique, avec le marxisme, avec le mouvement catholique et l'encyclique Rerum Novarum, a créé une situation que pour voyager, il est nécessaire avoir du temps et du revenu, du salaire. Donc, c'est là la cause du tourisme social. C'est la liaison avec l'agenda sociale qui a dominé la plupart du siècle XX. Il y a aussi à ce moment un autre agenda, qui est l'agenda des ressources naturelles et des limites du planète, qui c'est un autre agenda que le tourisme social apprend et qui a un public dans l'agenda sociale et dans l'agenda ambientale de l'environnement, il y a un public concret sur cette agenda. Il y a une autre cause qui c'est le mouvement des personnes, la globalisation, le libéralisme qui a causé la possibilité des personnes de faire des mouvements dans le monde. Et troisième situation est la technologie, les transports et aussi la question digitale. À ce moment-là, il y a des problèmes. Il y a des problèmes parce que le capitalisme a passé pour les pays continents, la Chine, un autre pays, avec des problèmes avec le temps de travail. Il y a des problèmes avec le libéralisme politique, les nationalismes sont renforcés et aussi avec le Covid. L'Europe est une Europe très compliquée, en Espagne, en Belgique, dans l'Europe. Et la technologie a un problème de Big Brother. Donc, comme le tourisme social se développe dans cette situation, je pense qu'il faut trouver dans l'agenda sociale, dans l'agenda des problèmes des ressources naturelles, dans les problèmes de la technologie, des coûts de transport, etc., il faut que le tourisme social puisse rencontrer ces groupes d'intervention. C'est ça que je pense que cette intervention ne fait pas la différence. Pour que nous pouvons dire qu'il y a une grande différenciation du consommateur, mais aussi faire la tendance générale. Les problèmes économiques est quel est ma domaine d'intervention.
ça, je pense que é um problema disto. Il faut encontrer ces publics, que c'est un public spécifique, de la solidarité antinationaliste pour le dialogue interculturel. Le tourisme est visiter les autres, mais n'est pas visiter la fiction. É visiter l'économie réelle, la société réelle et les territoires. On doit accepter ces personnes. Donc, je finalisais ma intervention, ma organisation, à travailler pour ces publics avec une théorie propre, une idéologie propre, une vision de le monde propre, une vision de l'Europe propre. Donc, je pense que ça, c'est l'agenda de ma organisation intergénérationnelle, parce qu'il y a la représentation des pauvres dans le monde focalisé dans les jeunes et les mythes de la jeunesse éterne. Et c'est pour ça qu'il faut travailler et une agenda alternative. Merci. Merci beaucoup pour cette réaction qui replace aussi la politique dans cette perspective sur ce que sont les raisons d'être et les publics que nous accueillons dans le tourisme social et solidaire, mais qui, de fait, dans un environnement concurrentiel, ne peut pas ignorer les tendances qui se trouvent dans le tourisme. Le point que nous allons aborder maintenant, il est particulièrement intéressant parce qu'il se pose la question de l'image finalement du tourisme social et solidaire. Il y a l'image que l'on projette, il y a l'image telle qu'elle est perçue, et il y a souvent une distorsion entre les deux. Donc Guillaume Poncy, qui est aussi chez Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, mais plutôt dans le pôle études, va pouvoir... Non. C'est le même pôle, pardon. Va nous expliquer un petit peu comment le tourisme social est perçu par ces publics, qu'ils soient clients, bénéficiaires. C'est toujours aussi un débat sur les termes que nous pouvons employer. Je vous laisse la parole pour une vingtaine de minutes. Merci beaucoup Simon. Comme vous allez remarquer, nos présentations, il y en aura 3 ce matin, dans cette table ronde, on va vraiment aller en entonnoir, on va aller vraiment du plus macro vers le plus précis. Comme on vient de le voir de manière très précise avec la présentation de Christelle, la crise sanitaire qu'on traverse depuis maintenant 1 an et demi a vraiment bouleversé de nombreux champs à la fois de consommation et j'aime dire même plus particulièrement pour le tourisme. Et cette nouvelle ère aujourd'hui que l'on traverse, elle a aussi permis justement de faire émerger, voire de renforcer, à la fois des nouvelles tendances comme le local, l'écologie, la solidarité, mais également des nouvelles pratiques de consommation, de mobilité et encore de tourisme. C'est pourquoi il nous a semblé essentiel justement de nous focaliser et d'essayer d'aller plus loin pour essayer de comprendre aujourd'hui quelles étaient les pratiques actuelles en matière de consommation touristique et même plus précisément quelles étaient les tendances actuelles et surtout à venir en matière de tourisme social et solidaire et de tourisme responsable. Alors justement, au regard du contexte actuel et des multiples interrogations qu'on avait autour justement du tourisme de demain, le Comité régional du tourisme de Bretagne, qui est à l'origine de cette étude et qui est le pilote d'ailleurs de cette action, a associé à la fois des partenaires nationaux comme l'ADN, qui est le syndicat national des DMO français, et l'UNAT France, pour lequel travaille Simon d'ailleurs, ainsi que des partenaires régionaux, dont l'UNAT Auvergne-Rhône-Alpes et Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Et cette étude a été extrêmement ambitieuse et en tout cas cette première phase d'étude avait 4 grands objectifs. Les 2 premiers, que je ne vais pas forcément aborder ce matin, puisqu'ils ne sont pas spécifiques au champ qui nous intéresse, avaient pour objectif d'arriver à mieux comprendre le rapport des Français aux vacances et d'explorer les nouvelles tendances en matière de vacances. En plus, Christelle les a quand même déjà pas mal abordées. Surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sur quoi je vais vraiment me focaliser, c'est justement cette étude de l'offre aujourd'hui en matière de tourisme social et solidaire et de tourisme responsable, et surtout, comme l'a dit Simon en introduction, vérifier si aujourd'hui cette offre elle est en adéquation avec les nouvelles tendances et les nouvelles attentes en matière de vacances. Alors de la part des Français, c'est vrai que cette étude a peut-être l'inconvénient par rapport au public aujourd'hui de se focaliser uniquement sur la demande française et sur l'offre française. Néanmoins, les résultats, on le verra avec Valéria tout à l'heure, à mon avis peuvent vraiment très facilement être extrapolés à l'ensemble des problématiques européennes. Alors, comment avons-nous travaillé?
c'était pas la dernière, bon, c'est pas grave. Comment avons-nous travaillé? Donc, on a mis en place une méthodologie d'étude en 3 volets, avec d'abord un dispositif qualitatif d'exploration des perceptions des attentes des vacanciers, avec une démarche assez innovante qui était de fait de travailler avec une communauté en ligne. On a créé une communauté de 48 personnes, spécifiquement dédiée au sujet de cette étude, qui a duré 5 jours, et avec une communauté de voyageurs qui a rassemblé 3 profils différents, à la fois des partants en vacances en France en hébergement marchand, et ce quelles que soient leurs habitudes de vacances, des Français qui avaient déjà réalisé des vacances responsables, en France ou à l'international, ou encore des Français ayant déjà fréquenté des hébergements relevant justement du champ du tourisme social et solidaire. En complément de cette... Oui. Je vais essayer de parler un peu moins vite, excusez-moi pour les traducteurs. J'essaie de gagner du temps. Je vais essayer de le gagner autrement. Dans la méthodologie, on a travaillé également avec des focus group, 4 focus group, 6-7 personnes, dont tous étaient issus de la communauté en ligne qui avait déjà travaillé auparavant sur ce sujet-là. Des focus group de 2h30 qui avaient vraiment là plutôt pour objectif de travailler sur un volet prospectif, avec vraiment 2 profils différents, des familles avec enfants et des jeunes actifs sans enfants. Et enfin, la 3e phase d'étude, elle était plutôt ancrée sur un retour de la part des prescripteurs, avec des entretiens individuels à peu près d'1 heure, auprès de 6 prescripteurs potentiels, principalement composés de comités d'entreprise. Alors très rapidement, j'ai fait un petit focus, mais qui reprend d'ailleurs des éléments que Christelle a déjà montrés, c'est l'impact aujourd'hui de la crise sanitaire sur les comportements, les attentes des vacanciers. Vous allez vite comprendre pourquoi je reviens sur ces éléments-là. On l'a vu avec Christelle, la crise a renforcé, voire fait éclore des comportements, mais surtout des grandes tendances en matière de consommation touristique. Et je voudrais en retenir 5. Le premier, c'est pour tous, de manière unanime, un désir vraiment marqué de connexion, ou voire même de reconnexion à la nature. En parallèle, on note une prise de conscience croissante des problématiques environnementales, notamment liées à un rejet aujourd'hui du tourisme de masse. En 3e point, une volonté de vouloir retrouver ses proches, une volonté d'ailleurs, une tendance qui s'est vraiment accrue suite aux différents confinements. En 4e point, la volonté de vivre des expériences de plus en plus immersives au contact direct des populations locales, avec pour objectif d'apprendre et de s'enrichir au contact des autres. Et enfin, un point qui nous a semblé extrêmement important dans le cadre de cette étude, c'était une solidarité, c'était vraiment cette prise de conscience, en tout cas de l'importance de la solidarité et de l'entraide, dans un contexte où le Covid, d'ailleurs, a vraiment démontré combien le tourisme avait souffert. Je vous propose maintenant de rentrer tout de suite quand même dans le vif du sujet de cette étude, et surtout d'étudier comment le tourisme responsable, je vais commencer par le tourisme responsable, et on finira par peut-être le tourisme social et solidaire qui nous intéresse le plus en dernier. Et justement, dans ce contexte de crise, quelle place aujourd'hui en tout cas, peut trouver ce tourisme responsable, durable, on lui donnera le nom qu'on souhaite. Déjà, lorsqu'on interroge les vacanciers sur à quoi réfère pour eux le tourisme responsable, pour tous, le tourisme responsable, c'est de l'écologie et c'est un tourisme en lien avec l'environnement. Mais lorsqu'on gratte un petit peu plus, on va décortiquer, on va dire, quatre éléments, principalement en lien avec leur propre comportement, avec la volonté de réduire son empreinte carbone. Par exemple, le fait de préférer le train à l'avion, moins d'utiliser son véhicule pendant le séjour, etc. En 2e point, c'est peut-être de privilégier des actions en respectant l'environnement, avec moins d'impact environnemental. Et en 3e point, en matière d'impact sur son propre comportement, c'est le fait d'avoir des faits, des actes plus écologiques, plus en tout cas respectueux de l'écologie pendant ses vacances, avec en point d'orgue le fait de vouloir trier ses déchets. Aujourd'hui, le tri des déchets est rentré dans les mœurs habituelles à la maison. Aujourd'hui, la majorité des hébergements ne sont pas capables, ou en tout cas n'ont pas encore souvent intégré le tri des déchets dans leur gestion. Mais le tourisme responsable affecte aussi des nouvelles attentes. Et aujourd'hui, on note une vraie nouvelle attente en matière d'hébergement plus respectueux de l'environnement, des hébergements moins polluants, des hébergements mieux intégrés dans l'environnement,
dans la nature, des hébergements utilisant davantage de matériaux naturels et surtout des hébergements optimisant leur consommation d'eau et d'énergie. En parallèle, on note aussi que le tourisme responsable renvoie à des pratiques plus humaines et solidaires, aussi bien vis-à-vis des populations locales que vis-à-vis du soutien à une économie locale. Mais on le voit, hein, même si aujourd'hui il y a un vrai intérêt de principe de la part des vacanciers vis-à-vis du tourisme responsable, un petit peu à notre surprise, ces derniers nous ont dit qu'ils étaient encore relativement peu nombreux à être prêts à passer le cap de consommer vraiment du tourisme responsable. Et la principale raison à invoquer, c'était celle d'un décalage, on parlait de distorsion tout à l'heure, d'une distorsion en fait entre cette idée de vouloir profiter à tout prix de l'instant présent. D'ailleurs, cette envie de profiter, elle n'a jamais été aussi forte que suite au confinement, et à la projection de vacances dites responsables pour laquelle on va voir que l'imaginaire, il est souvent en décalage avec la réalité de l'offre. Et justement, cette étude nous a permis d'identifier 3 freins que nous font remonter les vacanciers et qui me reflètent malheureusement souvent une véritable méconnaissance de leur part du tourisme responsable. Et le premier point, c'est celui d'être obligé de faire face à des contraintes pour adhérer à des vacances responsables, de devoir adhérer à des hébergements moins confortables, moins agréables, plus chers, et alors qu'ils ont plutôt envie de profiter de leurs vacances, de se faire plaisir, de sortir de leur quotidien. Le deuxième chose, c'est souvent une image projetée du tourisme responsable qui offre peu, voire pas du tout de confort. La plupart des Français que l'on interrogeait nous disaient voyez en tout cas à travers une offre responsable des hébergements très atypiques, au confort relativement sommaire. Et puis le point, je veux dire presque le plus important, qui faisait le plus mal, c'était, ils nous disent certes ça peut peut-être nous intéresser, mais déjà c'est pas confortable, c'est pas forcément en adéquation avec cette envie de me faire plaisir, et en plus ça va me coûter beaucoup plus cher pour des offres écolabellisées. Et lorsqu'on pose cette même question aux prescripteurs, on a des réponses à peu près similaires. Mais surtout, le point sur lequel les prescripteurs ont vraiment mis le doigt, c'était aujourd'hui un catalogue d'offres, soit extrêmement peu lisible, soit extrêmement étriqué, et donc se focalisant vraiment plutôt pour des niches de clientèle. Et en premier lieu, ils ont mis en avant un type d'offre, souvent limité à des voyages à l'étranger, avec une dimension plutôt aventurière, et donc qui va plaire vraiment à une niche de clientèle, vraiment envie d'aller se faire plaisir sur ces aventures à l'étranger. Deuxième point, c'est la durée de séjour, qui est souvent, en tout cas, ressentie plutôt comme des séjours longs, de 1 voire plusieurs semaines, avec plutôt donc adaptés à des grandes vacances, et évidemment, forcément, à des portefeuilles plus garnis. Et ça tombe bien, parce qu'on parle du prix, les gammes de prix, elles sont souvent vues comme dans la fourchette haute, et malheureusement avec des offres largement insuffisamment inclusives. Et in fine, lorsqu'on regarde ces 3 points, en tout cas le ressenti, parce qu'on parle bien vraiment de ressenti de la part des prescripteurs, c'est que les offres responsables aujourd'hui sont vraiment focalisées uniquement pour des élites. D'où la nécessité aujourd'hui, avant tout, d'arriver à montrer justement aux vacanciers et aux prescripteurs la diversité des offres de tourisme responsable, à la fois sur les thématiques, mais également sur la partie tarifaire. Et que ces offres aujourd'hui de tourisme responsable, elles peuvent toucher à peu près tous les vacanciers. Alors lorsqu'on fait ce type d'études, nous avons toujours pour objectif de ne pas nous focaliser uniquement sur un état des lieux, mais vraiment d'aller plus loin, de toujours aller vers des préconisations. Et justement, c'est poser la question de comment aujourd'hui rendre encore plus attractif, encore plus valorisant en tout cas ce tourisme responsable, qui n'a jamais été autant en phase avec la demande. On a noté 4 en tout cas actions à mettre en place facilement et rapidement. Le premier point, c'est déjà de montrer la réalité de l'offre dans sa diversité. On vient d'en parler, c'est ici le plus sportif par la communication, de sortir de l'image de ces structures très sommaires ou au contraire très luxe. Le deuxième point, c'est arriver à donner plus de visibilité à ces offres. En tout cas, permettre surtout aux vacanciers d'arriver à mieux facilement identifier les offres aujourd'hui du tourisme responsable. Alors on parle des écolabels. Malheureusement, une dernière étude qu'on vient juste de faire avec Kantar nous démontre que les touristes
donne assez peu de crédit aux écolabels, mais en tout cas, il y a cette nécessité de donner de la visibilité à ces offres. En troisième point, il y a cette importance d'arriver à faire comprendre aux clients tous les bienfaits des vacances de tourisme responsable pour eux-mêmes et également pour l'environnement des destinations qu'ils vont choisir. Et enfin, en dernier point, et encore une fois, on parle vraiment de communication, quand je vous dis que c'est des choses qui sont faciles et rapides à mettre en œuvre, c'est de communiquer davantage sur le plaisir. N'oublions pas que le tourisme, c'est avant tout du plaisir, c'est avant tout du rêve. On a tendance, malheureusement, dès qu'on est sur des tourismes un petit peu spécifiques, comme le tourisme responsable, et c'est également le cas pour le tourisme social et solidaire, à communiquer avant tout sur les valeurs ou sur ce qu'est ce tourisme. Alors que non, n'oublions pas, le tourisme, c'est avant tout du rêve, c'est avant tout du plaisir. Communiquer d'abord et avant tout là-dessus, avant de communiquer sur l'identité du tourisme responsable. Alors justement, qu'en est-il sur le tourisme social et solidaire ? C'est justement ce qui va nous intéresser, devrait nous intéresser le plus. Et merci Simon comme ce que je viens de faire en amont. Alors justement, ce tourisme social et solidaire, dans ce contexte-là, il nous a semblé intéressant déjà d'arriver à avoir un feedback de la part des vacanciers sur, pour eux, qu'est-ce que c'est que le tourisme social et solidaire. Et un petit peu à notre surprise, ils nous ont dit, rien. Pour nous, le tourisme social et solidaire, ça n'évoque rien. Ça n'évoque aucun type de vacances connues. Et pour beaucoup, d'ailleurs, ils n'associent absolument pas le tourisme social et solidaire à des thématiques ou des types de vacances ou des types d'hébergements, pourtant qu'ils consomment déjà, comme les villages vacances, comme les colonies, comme les auberges de jeunesse. D'où la nécessité, justement, d'arriver à remettre un petit peu en perspective la richesse de l'offre tourisme responsable. Et lorsqu'on interroge les vacanciers, justement, sur les valeurs du tourisme social et solidaire, on observe ici vraiment un univers d'évocation vraiment confus, dans la continuité de ce que je viens de vous montrer, avec d'ailleurs des valeurs assez proches du tourisme responsable. Avec en premier lieu, bien sûr, un tourisme plus respectueux de l'environnement, mais également, et surtout, heureusement, un tourisme plus équitable, donc qui permet à la fois de voyager en fonction de ses revenus, d'apporter un soutien économique aux populations locales également, et surtout un tourisme plus humaniste. Et ça tombe bien parce que ça, c'est vraiment un tourisme en lien avec les nouvelles attentes, les nouvelles valeurs, en tout cas, du tourisme de la part des vacanciers, et un tourisme plus humaniste qui favoriserait justement l'entraide, le lien et le partage d'expériences. Et à la marge, les vacanciers évoquent quand même, heureusement, j'ai envie de dire, un petit peu des vacances pour tous lorsqu'ils parlent du tourisme social et solidaire. Et lorsqu'ils parlent de vacances pour tous, ils font référence là à un modèle de vacances vertueux, qui, pour une même prestation, aurait un tarif qui pourrait varier en fonction du quotient familial. Mais malheureusement, c'est un tourisme qui ne s'approprie pas, en tout cas pour eux, le tourisme social et solidaire n'est absolument pas un type de vacances dont ils pourraient être bénéficiaires. Alors justement, face à ces constats-là, il nous a semblé important d'arriver à connaître l'image, de nous focaliser en tout cas sur l'image perçue des offres de tourisme social et solidaire de la part à la fois des vacanciers et de la part des prescripteurs. Et lorsqu'on pose cette question-là aux vacanciers, je vais vous dire déjà la réponse, ils ne nous évoquent que des craintes. Ça part mal. Et la première des craintes qu'ils nous évoquent, c'est des craintes de manque de confort. Lorsqu'ils parlent de tourisme social et solidaire, pour eux, ce sont des hébergements spartiates, vétustes, donc malheureusement souvent un petit peu inconfortables. Ce sont aussi dans leur imaginaire des hébergements forcément collectifs. Et qui dit collectif, dit proximité, promiscuité. Ça tombe mal en période de crise sanitaire, malheureusement. Et puis des craintes de nuisances sonores, de sociabilité forcée. Et puis, lorsqu'on parle de tourisme social et solidaire, ils voient aussi la crainte d'avoir des activités, des équipements de loisirs, des activités sportives relativement peu qualitatives. Et donc derrière, des vacances un petit peu au rabais. Et malheureusement, bien sûr, in fine, une satisfaction pas à la hauteur en tout cas un plaisir, pas à la hauteur de ce qu'ils avaient projeté en amont. Et lorsqu'on pose la même question aux prescripteurs, en premier lieu, ils nous font apparaître une évolution des comportements et des attentes des vacanciers. Et avec un point
heureusement qui nous a quand même un petit peu rassurés, c'était une recherche de plus en plus accrue de la convivialité. Ça tombe bien, parce que le tourisme social et solidaire a, en tout cas en valeur forte, essentielle, justement cette convivialité, ce partage à la fois entre vacanciers et avec la population locale. Sauf que les vacanciers qu'on a interrogés, et surtout les prescripteurs, nous disent « oui, c'est bien cette convivialité, mais attention, pas tout le temps, à des moments choisis, quand le client le veut, et non pas de manière forcée tout le temps. » Et de la même manière, encore une fois, les prescripteurs, lorsqu'ils nous parlent de tourisme social et solidaire, aussi font référence automatiquement au logement collectif. Et qui dit logement collectif, pour eux, dans leur imaginaire, pense manque de tranquillité, manque d'intimité, manque de confort. Et enfin, un point qui nous a semblé très important et essentiel aussi à mettre en avant dans cette analyse-là, c'est l'impression qu'à partir du moment où on adhère, où on va choisir un séjour dans un hébergement du tourisme social et solidaire, eh ben on va devoir suivre un programme imposé. On n'aura absolument pas de flexibilité, on n'aura absolument pas le choix dans ce qu'on va vouloir faire. Or, à l'inverse, aujourd'hui, le client, il n'a jamais voulu être aussi libre et vouloir, certes, avoir un package d'activités tout compris. On a souvent parlé de l'all-inclusive, le tourisme social et solidaire, c'est sûrement précurseur déjà dans ce domaine du all-inclusive. Sauf que c'est quand ils veulent et où ils veulent. Et je sais même plus où j'en suis, je suis en retard. Il faut que j'accélère. Allez, je vais essayer d'accélérer. En 2 minutes pour terminer. Et on a beaucoup. Mais je vais essayer de résumer avec un des bilans. C'est compliqué pour moi. On a beaucoup parlé tout à l'heure, j'ai entendu des chèques vacances, et ça me semble quand même important qu'on prenne quand même le temps de parler aujourd'hui de l'offre tourisme social et solidaire, aujourd'hui qui souffre aujourd'hui, je pense, d'une concurrence de plus en plus accrue par le privé. Et pour cela, je vois vraiment aujourd'hui, on voit en tout cas, et cette étude nous a montré 2 principales raisons. La première, c'est qu'on a des offres de plus en plus similaires. Et s'il y avait un exemple à retenir, ce sont les nouvelles auberges de jeunesse. Et aujourd'hui, dans ce contexte-là, le client, il ne fait pas la différence entre le modèle du tourisme social et solidaire et le tourisme aujourd'hui offert par les acteurs du privé. Et le deuxième point, il est bien sûr en lien avec le rapport qualité-prix, mais surtout en lien aussi avec les politiques des entreprises, avec les politiques sociales et de départ en vacances des entreprises. On le voit tous, aujourd'hui, les entreprises sont de moins en moins généreuses déjà pour pousser alors que pourtant, malheureusement, on démontre combien, par des études, les vacances sont bons pour la santé. Et sans la participation aujourd'hui importante du comité d'entreprise ou du CSE, maintenant on parle de CSE, pour subventionner, clairement aujourd'hui, les offres du tourisme social et solidaire ne présentent pas de véritable avantage par rapport aux offres présentées par les acteurs privés. Et ça va même plus loin, puisqu'on parlait des chèques vacances. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises, justement, préfèrent aller se tourner vers les chèques vacances, qui certes, effectivement, peut-être participent de manière accrue à un départ en vacances, mais qui défavorisent peut-être le fait de choisir des entreprises du secteur du tourisme social et solidaire, vu qu'aujourd'hui, quasiment toutes les entreprises, mais notamment les entreprises du secteur privé, acceptent les chèques vacances. Donc on ne favorise plus le secteur associatif par ce biais-là. Et puis, je pense qu'il faut être aussi conscient du fait qu'aujourd'hui, le secteur privé offre un rapport qualité-prix meilleur que celui que propose, en tout cas, une partie de nos associations du tourisme social et solidaire. Ou en tout cas, et je vois Jean-Michel qui réagit, en tout cas, c'est dans l'imaginaire ce qui est perçu par nos clients. C'est d'avoir peut-être un rapport qualité-prix bien meilleur lorsqu'on va se tourner du côté des entreprises privées. Et d'ailleurs, puisque je parle de perception, d'ailleurs on l'a vu pas mal, les clients aujourd'hui ont une perception du tourisme social et solidaire comme étant une offre bas de gamme, une offre d'entrée de gamme avec une image vraiment ancrée, passéiste vraiment de cette offre. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, on n'a jamais eu... J'ai été assez négatif, mais je vais finir sur une note quand même positive. On l'a vu pas mal avec la démonstration qui a été faite par Christelle sur l'impact de la crise sur les nouvelles tendances de consommation. Et aujourd'hui, on pense que les planètes n'ont jamais été aussi alignées, j'ai envie de dire, pour le tourisme social et solidaire.
on a clairement les valeurs du tourisme social et solidaire n'ont jamais été autant en phase avec les nouvelles aspirations des vacanciers, que ce soit à travers de l'authenticité, du bien-être, des natures et de la rencontre. Alors justement, comment je l'ai fait pour le tourisme responsable? Je vais finir par 4 préconisations pour justement comment demain arriver à réagir et mieux valoriser justement ce tourisme social et solidaire. En premier lieu, une manière vraiment générale, exactement comme pour le tourisme d'ailleurs responsable, hein, c'est mettre en avant tout, j'allais dire le plaisir, mais c'est surtout les valeurs du tourisme social et solidaire avant de parler de son modèle économique. D'ailleurs, s'il y a une chose à retenir, hein, avant crise, le premier élément de choix d'un séjour, c'était le prix. Après crise, ou en tout cas pendant crise, parce qu'on n'y est pas encore après crise, le prix a été un petit peu gommé, le plaisir redevient un élément premier. Les valeurs du tourisme, on a vu juste avant, hein, deviennent vraiment prépondérantes. D'où l'intérêt, justement, de montrer, de vraiment se focaliser, de communiquer sur les valeurs du tourisme social et solidaire. En deuxième point, c'est vraiment de mettre en avant et surtout de communiquer, de valoriser vos offres, de montrer combien elles sont plus modernes, plus confortables que l'imaginaire. En troisième point, c'est de valoriser, de développer aussi les services offerts par l'offre du tourisme social et solidaire et surtout de travailler sur ces expériences immersives dont vous êtes, je veux dire, presque les meilleurs acteurs pour mettre en avant ces offres-là. Et enfin, en dernier point, qui pour moi sûrement l'un des principaux, c'est cette nécessité aujourd'hui de communiquer sur la diversité de vos offres. Aujourd'hui, le tourisme social et solidaire est encore trop souvent perçu comme exclusivement du tourisme collectif, des hébergements collectifs. Or, justement, il faut faire savoir aujourd'hui que le tourisme social et solidaire, ce ne sont pas que des hébergements collectifs, c'est une diversité et c'est surtout une offre beaucoup plus en phase avec les valeurs et les demandes des clientèles. Merci beaucoup pour cette présentation qui met le doigt sur un certain nombre de points qui ne font pas toujours plaisir à entendre, qui met le doigt aussi sur des distorsions entre l'image qui est perçue et la réalité de ce que sont les hébergements dans le tourisme social et solidaire qui ont largement évolué, mais cette évolution a peut-être pas été toujours perçue ou compris. Donc il y a du pain sur la planche, comme on dit. Alors là, on a un volet qualitatif avec des focus group, comme tu le disais, va suivre un volet quantitatif cette année, à l'automne, puis un deuxième volet quantitatif à l'automne de l'année prochaine pour un petit peu suivre tout cela. Et donc, c'est des choses que nous pourrons continuer à partager avec vous, et en tout cas nous, au sein de l'UNAT, qui va nécessairement amener à discuter et à réfléchir. Alors, on va essayer de garder encore un peu de temps pour la fin, mais peut-être une première réaction qui est proposée à Valeria Gherardini, qui est chef de service projets internationaux à l'association italienne pour la culture et le sport. En quelques minutes, Valeria, qu'est-ce que tout ceci vous inspire? Well, thank you very much, Guillaume Poncy, for this presentation, because this is relevant to us. The needs assessment you provided and the weaknesses you pointed out are relevant to us because of we are a movement of tourism for all. So what we need, as the president of the foundation Inatel said, what we need is to deliver tourism packages that are really related, that are able to meet the needs of people. And since we know that the pandemic, the health crisis created new attitude, so the time of a needs assessment is a relevant time for us. And I would like also to thank Anya Dickman and Christelle Lepoutre because we need this time of reflection, and we need this time of reflection now, because we need to think about and rethink about our services
to address really not only the visitors, the tourists, but the whole population. And in concreto, I would like to tell you why this is all relevant to us. I asked to Céline to show our the slide. Can you show it? Thank you very much. Because in Italy, our association, AICS, is an entity to promote grassroots sport and cultural initiatives for all. So, just before the pandemic, we established a tour operator, that is a national tour operator from AICS, but actually we started up the activities of this tour operator today in the 2021. And our launch, our first program, that is a program co-financed by the Ministry of Sport and Ministry of Social Policy. This program intends to train all our managers all over Italy. So we expect to have not just one national tour operator, but many tour operators in order to enable the local units of AICS to deliver and design touristic packages with the cooperation of local partners to let people to discover the environment and the local destinations. So that's why in concreto this is relevant to us. And I have two questions to you. The first one about your recommendations, just to help us to transfer all those data in Italy as well and maybe beyond your borders. Well, my first question is, among all your recommendations, which are the recommendations that are really feasible right now for our organizations of the Tourism for All? And the second question is related to the dissemination activities. If you are planning to disseminate at local, regional level, and I would conclude with one proposal to our president and to the ISTO European Committee. If all those data that we had today, we have the honor to receive, and all these reflection can be shared, and our commitment as ISTO member would be to translate in Italian to reach our audience all the works that we have received from Ania, Christelle, and now from Guillaume. Excuse-moi. Thank you very much. Just to say that in the case we are interested, and I conclude, in the case we are interested also to have online workshop just on those data. And also here on the online workshop, our commitment would be to translate, to provide the translation in Italian in order to reach out all our participants. Thank you very much. Thank you very much. Guillaume will respond just after the last presentation. Dernier point, et on va essayer de mettre en avant quelques initiatives qui peuvent sembler intéressantes ou pertinentes en matière d'hébergement et notamment d'hébergement collectif, avec 3 exemples. Et pour cela, on a proposé à Emmanuel Meunier, qui dirige TCI Research, de procéder à un choix et de nous en faire part. Emmanuel, je vous laisse la parole pour une vingtaine de minutes. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. Alors, on est ensemble pour les 20 prochaines minutes, effectivement, avec un objectif qui va être de mettre en lumière un certain nombre d'initiatives
qui résonnent avec les propos de Christelle et Guilhem présentés ce matin, qui peuvent être des modèles inspirants, innovants, pertinents, d'acteurs plutôt privés aux quatre coins de l'Europe qui ont su prendre le virage des grandes tendances en lien ou moins avec la crise sanitaire. Alors, l'objet du travail qui a été réalisé, c'est une recherche documentaire et on va s'appuyer sur un certain nombre d'exemples pour parler durabilité, pour parler tourisme social, solidaire, engagement envers les populations locales, tourisme responsable, tout un tas de mots et de notions qui ont été abordés ce matin. Et pour ce faire, je vais m'appuyer sur 4 exemples choisis, très différents les uns des autres, et c'est volontaire. Un premier exemple, et je terminerai d'ailleurs par là, c'est Kaleo, mais j'ai vu dans le programme qu'il y avait une intervention hier de cet acteur. Alors je ne le savais pas, mais en tout cas, simplement pour les valeurs portées qui fait figure de référence en Belgique, et en particulier pour aider à la construction d'individus et des enfants en particulier à travers le tourisme et sur des publics précarisés ou défavorisés. On ira au Portugal également avec un exemple du groupe Pestana qui, selon nous, a aussi fait un travail de positionnement tout à fait intéressant. J'en dirai quelques mots. Et puis, 2 exemples très opposés l'un à l'autre. D'abord, TUI Group, acteur leader qui maîtrise toute la chaîne du tourisme, bien sûr, et qui a pris à bras-le-corps son rôle de leader précisément en temps de crise en lançant des campagnes plutôt sur le ton humoristique, mais pour inviter les voyageurs à reprendre le chemin des vacances et à travers une campagne qui explique que rien n'est comparable à de vraies vacances. Guilhem le disait, les vacances, ça doit rester du plaisir et de l'expérience vécue sur place. Et puis, exemple complètement opposé, au Royaume-Uni cette fois, avec Parkdean Resort, et je vais d'ailleurs commencer par là. Je dis exemple opposé parce que c'est un groupe qui possède 67 parcs à travers le Royaume-Uni, dans des régions du littoral, mais aussi rural, et qui a plutôt fait l'apologie du staycation, ou en tout cas de vacances à proximité de chez soi pendant la crise, et notamment en adressant le frein économique. Il faut bien avoir à l'esprit qu'au Royaume-Uni, la crise sanitaire a touché probablement, sans tous les boucliers qui peuvent exister ici en France, l'ensemble des foyers. Donc le propos a été de proposer des offres abordables pour les familles et à découvrir ou redécouvrir des sites à proximité de chez soi. C'est une stratégie qui s'est bien adaptée au contexte sanitaire et en particulier en termes d'argumentaire, puisqu'évidemment, au Royaume-Uni, nombre de Britanniques profitent des vacances estivales pour partir à l'étranger, en France notamment, et ça a été beaucoup moins le cas au cours des périodes estivales 2020 et 2021. Donc tout un argumentaire visant à expliciter les bénéfices de partir pas loin, c'est moins cher, ça pollue moins, donc on réduit l'empreinte carbone, on découvre des sites proches de chez soi, on peut réserver à la dernière minute, on peut aussi emmener son animal de compagnie. Bref, il y a tout un tas d'avantages à voyager près de chez soi. C'est une démarche qui a été unanimement saluée, avec des offres en termes d'hébergement qui sont assez variées, des mécaniques aussi de prestations et d'activités qui sont inclus et qui varient en fonction du canal d'achat. Si on réserve en direct, dans le panier, il y a un certain nombre d'activités qui vont être directement incluses. Sur le mode de commercialisation, c'est innovant également, avec notamment des possibilités de paiement par prélèvement, un peu à l'instar de ce qu'on pourrait avoir pour des abonnements téléphoniques. Et puis il y a un engagement fort aussi du groupe en matière de durabilité, et plus précisément pour aider des jeunes à se réinsérer dans la vie active, et à travers la participation à un programme gouvernemental qui s'appelle Kickstart et qui permet justement de recruter dans le secteur de l'hospitalité au sein du groupe. Donc c'est une démarche qui est assez complète, avec effectivement des traitements au niveau des freins liés à la crise sanitaire qui ont été plutôt bien établis, et également des villages qui sont bien
adaptées à la clientèle des familles, des offres particulières qui sont dédiées notamment aux familles avec des très jeunes enfants, on les appelle des tots break, des séjours en semaine, des activités précises qui résonnent avec des programmes télévisuels notamment qui fonctionnent bien auprès des plus jeunes. C'est des académies de survie par exemple ou de la détection de spectacles de talent. Et puis tout un engagement sur la responsabilité sociale de l'entreprise qui est décliné à travers un programme qui s'appelle Empreinte, avec la création pour tangibiliser l'engagement d'un parc de protection des hérissons, par exemple, des investissements également dans l'avenir des parcs de vacances, donc là on est en soutien à la dynamique sectorielle, et puis empreinte communautaire, ici c'est travailler avec les populations locales pour les faire participer, je dirais, aux retombées économiques du tourisme, là où sont implantés les parcs. Je disais en introduction, sur Parkdene Resort, il y a aussi un programme d'emploi qui s'appelle Kickstart et qui permet à des jeunes de venir travailler dans le secteur de l'hospitality qui a tant de mal à recruter et surtout fidéliser un certain nombre de clients. Je vous propose qu'on regarde une petite vidéo. Je me tourne vers la régie qui va pouvoir la lancer. C'est la numéro 1 et qui met en lumière ce programme Kickstart. On se retrouve juste après. I've been in hospitality all of my life and it's given me a great career. What I love about Kickstart is that it gives young people the opportunity to start a new career. Kickstart for us will breathe new life into our business because you're going to bring new skills that we may not have, and it allows us to teach you new skills. We have designed 3 new guest experience roles just for you as part of this scheme. These 3 new roles have been designed specifically to help you with your hospitality skills. This will not only help you in those current roles, but help you in your future roles in hospitality. Because after all, it's all about looking after people. Each trainee will have an ongoing development plan, which we will help you through. During your time with us, you're going to learn many skills, and we want you to enjoy it, but also leave taking those into your career. Good luck, and I look forward to seeing you on Park. Ok, allez, Parkdene Resort, exemple intéressant, évidemment, vacances à proximité de chez soi, c'est plutôt bien trouvé dans le contexte qu'on a traversé, qu'on traverse en ce moment. Exemple à l'opposé, TUI Group, je le disais en propos introductif, qui part sur un leitmotiv, rien Et à n'est l'opposé comparable. du tourisme social et solidaire. Pardon ? Et à l'opposé du tourisme social et solidaire, KMTUI Group. Absolument, mais on va voir qu'il y a des démarches qui sont intéressantes, mises en place par le groupe et en particulier pour essayer de redynamiser le secteur, essayer de refaire partir ses clients en vacances. Alors, c'est un contexte évidemment très anxiogène. Il maîtrise évidemment et il dispose de toute la chaîne du voyage, c'est compagnies aériennes, c'est des hôtels, des bateaux de croisière, bref, il y a tout un tas d'acteurs au sein du groupe. Ce qu'ils ont promis, c'est finalement se dire, pendant le contexte sanitaire, les destinations ont cherché à garder le lien, évidemment, avec les clients, mais à un moment donné, les clientèles ont aussi très envie de repartir. Ils ont pris des engagements en matière de durabilité. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'ils ne cherchent pas à opposer la guest experience et la préservation des intérêts de chacun, communauté, planète notamment, et ont déployé un plan qui, à horizon 2030, essaie de travailler sur un certain nombre d'axes. Ils ont décliné en termes de marketing des offres tout compris
des offres dédiées aux familles à travers de l'articulation de marques, notamment TUI Blue et TUI Magic Life. Alors, sur la première campagne qui a été développée, ici, il s'agit de faire rêver à nouveau les voyageurs et prendre l'exemple de tout ce qu'ont vécu les foyers confinés à quelques reprises au cours de l'année 2020 pour leur dire qu'ils ont mis en place un certain nombre de procédures, gage de confiance pour repartir. Je vous propose qu'on voit cette deuxième vidéo qu'on peut lancer plutôt sur le ton de l'humour ici en décalage. If you're dreaming of a holiday, we're looking forward to making it real. Ok, ton décalé évidemment, chacun a envie de revivre des vacances et ses activités favorites en séjour, articulation de marque, je le disais, et puis évidemment pour soutenir ce message, encore faut-il pouvoir mettre en avant et traiter les freins liés au voyage. C'est ce qu'ils ont fait à travers tout un programme qui s'appelle Covid Care, des garanties, des assurances d'échange, de la flexibilité, des garanties de remboursement. Aussi, ne pas proposer des destinations qui, à l'époque, avaient encore des mesures de quarantaine. Et je vous mettais au défi, il y a certaines semaines ou certains mois, de faire le tri entre là où il était possible de voyager réellement ou pas, en fonction des offres qui étaient faites par les différents opérateurs. Deux marques qui viennent tangibiliser, clarifier le positionnement vis-à-vis des consommateurs, des offres workation aussi, comme on a vu au sein de beaucoup d'acteurs, quasiment en poussant l'argument jusqu'à dire que les salariés allaient presque mieux travailler s'ils sont dans un environnement plus inspirant et en tout cas dans un environnement de qualité. Sur l'avenir, la vision Better Holidays, Better World, c'est l'engagement de TUI, sa responsabilité aussi pour essayer d'engager l'écosystème touristique, à la fois les hébergements évidemment, mais aussi les prestataires avec lesquels ils travaillent sur place, aux alentours, pour essayer de faire en sorte que les vacanciers deviennent aussi dans leur comportement plus responsable. C'est une campagne déclinée. Je vous propose qu'on lance la troisième vidéo. Merci. Morning. Good too. Hey, good morning. TUI Care Foundation's projects create positive impacts in destinations. We have reduced carbon emissions per passenger by 10%. Hola, señor. Energy efficient aircon. Great. Wow. Woohoo! Hey! The granola at the hotel, it's so fresh. You can't beat local food. Cheers! And these solar panels heat my water. TUI excursions include social and environmental responsibility. Wow. Can I try? Okay, time to go. Some people know me as the Apache. Sustainability certifications for hotels. Great idea. TUI Care Foundation also supports turtle conservation projects. Oh my God. I love it here. I'll take 2 of those. Oh, my nose. Cheers. These guys are great. Looks good, huh? Juices, spices, presents. Okay. Better holidays, better world.
Vous aurez noté que le contenu de la valise a changé entre le départ et l'arrivée, gageant que l'état d'esprit change progressivement aussi avec le temps. Quatrième exemple, Pestana. Pestana qui est un groupe, une chaîne hôtelière portugaise qui possède aussi des pousadas et qui sont des bâtiments architecturaux remarquables, historiques, et qui proposent des expériences inédites au sein de ces établissements, qui là aussi, plutôt haut de gamme, et qui a mis en place des démarches qui sont tout à fait intéressantes. En premier lieu, ils ont créé une fonction d'ambassadeur de la santé et de la sécurité sanitaire pour matérialiser finalement l'engagement, la prise de responsabilité sur ces nouveaux enjeux. Alors je ne sais pas si c'est un métier de demain, il ne faut presque pas le souhaiter en fait, mais en tout cas c'est plutôt tactiquement bien joué. La communication a été bien travaillée également, je dirais, sur à la fois les prestations qui sont inclus, disponibles dans les hébergements et celles qui ne le sont pas. Et j'insiste sur cette deuxième partie. Ça a été un point, nous on le voit dans toutes les enquêtes d'opinion qu'on mène pour des opérateurs. La satisfaction, que ce soit en 2020, en 2021, elle a baissé par rapport aux années précédentes. Et c'est principalement lié à cette notion de rapport qualité-prix qui a été déséquilibrée parce que les valeurs faciales des séjours sont restées à l'identique. Évidemment, les professionnels ont été fermés une partie de l'année. Il n'était pas question de baisser les prix à ce moment-là. Et pour autant, il y avait dans un certain nombre d'établissements ou de secteurs des prestations qui ne l'étaient pas. Et bien sûr, du point de vue du consommateur, ça crée un déséquilibre et des sanctions un peu plus fortes en matière de satisfaction. Donc, être très transparent, ça appelle de la transparence sur des prestations qui ne vont pas être offertes ou disponibles en raison de la crise sanitaire et sur la manière dont on peut redéployer la valeur différemment. Ils ont aussi bien travaillé la digitalisation, ça a été évoqué tout à l'heure dans les grandes tendances, la crise comme accélérateur. Il y a eu la création d'une appli pour faire de la e-conciergerie. Des offres tout compris aussi, avec notamment du early booking, c'est le nerf de la guerre. Quand on n'y voit rien dans le contexte sanitaire, qu'on a du mal à se projeter, on est passé de la dernière minute à la dernière seconde en matière de réservation, et donc il faut accompagner ce mouvement avec des mesures incitatives pour les consommateurs. Un programme qui s'appelle Planet Guest, avec plutôt de l'humilité, se dire qu'on est simplement de passage et qu'on a une responsabilité envers l'état de la planète qu'on va laisser derrière nous. Je passe rapidement, mais ils ont bien traité l'ensemble des freins sanitaires, des vacances sans stress, tout compris, des offres également pour les familles, des offres sur des longs séjours, et notamment avec des réservations anticipées qui vont donner lieu à des avantages. Ils ont aussi décliné des offres réduites pour le personnel médical. C'est bien joli de les applaudir tous les soirs à 20h, mais pour un groupe qui s'engage, il y a aussi moyen de faire des actions. Alors il peut y avoir évidemment un petit peu de malice derrière ça, mais en tout cas c'est une manière de saluer le personnel médical et c'est plutôt bien senti. Planet Guest, ça c'est le programme qui porte la vision et qui est très en lien avec l'éducation et la culture, ce qui est cohérent évidemment avec le positionnement du groupe. Je termine par un exemple, un mot sur Kaleo, mais je crois que ça a été déjà évoqué hier. Ça prend un peu le contre-pied de tout le reste et des acteurs privés qu'on a vus. Ici, on est sur une association et dont le but est de favoriser l'accès au tourisme à tous, notamment les publics les plus jeunes, les plus précarisés, économiquement ou culturellement, et qui ont besoin, probablement plus que les autres encore, de partir pour se changer les idées, certes, mais aussi se construire en tant qu'individu. Et on voulait souligner ici, évidemment, l'ensemble des valeurs qui sont portées, d'ouverture aux autres, de respect envers les infrastructures, envers les autres. Se confronter aux autres et à la différence, c'est ce qui, derrière, permettra d'en faire des individus responsables. Et de fait, on peut aussi créer des types de séjours personnalisés du gîte, du groupe, de l'individuel, et on n'oppose pas ce type de structure. Guilhem en parlait souvent sur les hébergements collectifs associés à un manque de confort projeté, etc. C'est très bien présenté dans les films de présentation. On met en avant des hébergements simples, certes, mais de qualité, et ça n'a pas été oublié, et rien que pour ça, c'est évidemment à souligner. Voilà, quelques initiatives, en tout cas, mises en avant et qui peuvent être des sources d'inspiration. Il ne s'agit jamais de les copier, mais toujours de s'ouvrir l'esprit avec ce qui se fait
penser à l'échelle de l'Europe en tout cas. Merci. Merci beaucoup pour cette mise en avant de plusieurs exemples. Alors, on ne le présente plus, Yves Godin, qui est directeur général de Floréal et secrétaire général de l'ISTO. Yves, as-tu une première réaction? Et puis ensuite, je vous propose qu'on ait une dizaine de minutes pour pouvoir échanger sur ce que nous venons de voir ensemble. Merci Simon. Bon, c'est toujours extrêmement délicat de passer en dernier, étant donné qu'il s'est dit déjà tellement de choses. Bon, juste, je dirais quelques commentaires. Quelles que soient les propositions qui ont été formulées, elles ont leurs avantages et leurs inconvénients. C'est vrai que, comme l'a fait remarquer Simon, je pense que l'exemple de Touy est évidemment le plus éloigné de nos valeurs de tourisme social et solidaire, parce qu'effectivement, je ne vais pas m'étendre là-dessus, Touy peut effectivement faire toutes les démarches qui soient les plus louables possibles en matière d'environnement. À partir du moment où on va au fin fond du monde, il faut aussi parler du transport et évidemment des aléas que ça peut causer à partir du moment où effectivement on consomme du kérosène pour aller bien loin. Bon, ça, c'est un volet qui est peut-être moins développé par Touy. Mais quoi qu'il en soit, il répond à des attentes et il y a de la clientèle pour ça. Maintenant, effectivement, par rapport à ma propre organisation, si on analyse maintenant les besoins et les points d'attention qui sont mis en exergue, que ce soit suite à la pandémie et autres, il est vrai que je vais en retirer certains parce que je crois que véritablement, ils peuvent contribuer à relancer les activités et à faire en sorte que les produits et les concepts que nous proposons à la clientèle puissent perdurer. Alors, on a parlé de beaucoup de choses, je les mets peut-être un peu dans le désordre, mais tout ce qui est évidemment digitalisation, qui vise à mieux communiquer sur la nature des produits de telle sorte à ce que les gens ne se trompent pas lorsqu'ils sont amenés à choisir de venir chez nous en pleine connaissance de cause, c'est important. La fidélisation du client, la personnalisation vis-à-vis des clients. On a développé chez nous, avec des aides extérieures, des applications qui permettent d'analyser les différents besoins de notre clientèle et qui les mémorisent, ce qui fait qu'à certains moments, nous pouvons cibler les offres par rapport à la clientèle pour éviter ce qu'on avait tendance à faire, c'est les emailing globaux qu'on envoie à tout le monde en disant « Tiens, on a une promo à faire, on va l'envoyer à tout le monde, et là-dedans, il y en aura peut-être qui seront intéressés. » Maintenant, ce qu'on fait, c'est d'essayer de mieux cibler les gens pour pratiquement être certain que quand il y a des offres intéressantes, on cible davantage les gens. Des rappels, ça peut paraître stupide, mais à partir du moment où on a les dates anniversaires des clients, etc., qui reçoivent automatiquement des messages qui sont personnalisés, ça permet, ça peut paraître superflu, ça peut paraître ridicule, mais nous avons un taux de fidélisation qui est extrêmement élevé par l'attention qu'on porte aux gens. Ce sont des détails, mais c'est le plus important. Ce n'est peut-être pas toujours nécessairement développé même par les chaînes hôtelières. Il y a une forme d'automatisation de messages. Vous recevez ce dont vous avez besoin, mais ça n'est pas toujours forcément personnalisé. Je crois que c'est quand même quelque chose qu'on retrouve peut-être plus dans le tourisme social et solidaire. Alors, d'autres choses qui me paraissent aussi importantes et qui ont été mentionnées par les intervenants, c'est qu'on constate effectivement le retour beaucoup plus marqué d'un tourisme domestique, d'un tourisme de proximité, avec une volonté pour les gens que ça n'intéressait peut-être pas avant, de redécouvrir leur région, mais d'une manière atypique. Pas nécessairement aller dans tous les endroits où tout le monde, où les autocars ont l'habitude d'amener tout le monde. C'est important de pouvoir le leur expliquer. Il ne suffit pas de leur remettre une brochure pour qu'ils soient contents. Il faut que nous ayons nous-mêmes à disposition des propositions, effectivement, de circuits atypiques ou des guides nature et autres. Ce sont des choses qui sont de plus en plus demandées. Alors, un produit qu'on a développé et qu'on n'a peut-être pas assez mentionné, et ça c'est aussi
le lien vers l'avenir, le passé et l'avenir, c'est l'intergénérationnel. On a tendance à typer les clients, donc jeunes, familles, seniors, et développer les produits par rapport à ça, mais les mixer et faire en sorte qu'ils puissent passer des séjours ensemble, je pense que c'est insuffisamment développé. Alors sur le reste, rapidement, et je clôture là-dessus, l'autonomie de fonctionnement, c'est un leitmotiv. La flexibilité, le last minute, les midweek. Bon, avant, on avait de standard, c'était une semaine, etc. Et on ne dérogeait pas, il fallait encore prendre les repas, pension complète et autres. Maintenant, les gens veulent de la liberté, veulent venir 3 jours, 4 jours, même du lundi au vendredi. Ce qui parfois peut être une facilité, parce qu'on peut moduler les week-ends et en même temps avoir de la clientèle en midweek. Je crois que, oui, le retour nature, on voit que dans nos produits, il y a pas mal de gens qui se réorientent vers le camping et avec ce qu'on appelle assez pompeusement le glamping, avec des formules plus confortables de camping, avec certains aménagements qui se rapprochent de l'aménagement de l'hôtellerie classique, mais les gens ont besoin de nature et d'espace, et d'avoir leur chez-soi qui n'est pas forcément accolé à celui du voisin. Donc, effectivement, il y a un mouvement qui est à la fois un retour aux sources, mais un besoin de revenir vers ses racines et la proximité. Merci beaucoup Yves pour cette réaction à chaud. Alors il nous reste quelques minutes pour pouvoir échanger. J'ai vu plusieurs mains qui s'étaient levées. Est-ce que des mains se sont rebaissées ou non? Marc, mais alors Marc, ton crédit temps est déjà entamé, donc je t'encourage à faire bref. Oui, j'ai commencé à m'excuser puisque je vais parler d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, et avec un sentiment que ce que l'on évoque aujourd'hui a déjà été évoqué il y a une trentaine d'années. Je me rappelle d'une étude qui avait été portée par les Gîtes de France et qui revenait à peu près à ce que l'on voyait en termes de typologie, presque sans mettre de côté la question du numérique, puisqu'à l'époque, et je pense que ça va faire sourire, à l'époque, il y avait un outil indispensable à la commercialisation qui s'appelait le Minitel. Et déjà, les préoccupations étaient autour de ce sujet-là. J'ai le sentiment qu'on est dans un éternel recommencement, et parfois, il est surprenant pour un acteur qui n'est pas un acteur du tourisme, Vacances ouvertes, on n'est pas opérateur, de relire et de réécouter ce que l'on peut être amené à évoquer. Je me rappelle d'une personne que l'on voit de moins en moins, et j'espère que sa santé n'est pas défaillante, qui s'appelle Jean-Didier Urbain, qui nous reprécisait qu'on a grosso modo, on avait 2 typologies de public, les Phileas Fogg, ceux qui étaient dans l'itinérance, et puis les Robinson Crusoe, qui étaient de la recherche de son chez-soi ailleurs. Ce que j'ai le sentiment de réentendre. La question que je me pose, c'est est-ce qu'effectivement le Covid a eu un impact sur les modes de consommation au regard de cette histoire qui a une trentaine d'années et qui, me semble-t-il, est même plus ancienne que ça lorsqu'on veut essayer de refaire un peu de l'histoire des vacances. Et puis je vais m'amuser à essayer d'être dans le mar de café et faire de la projection pour se dire que dans les 30 prochaines années, peut-être que l'on se posera la question des infrastructures en équipement biosourcé. Peut-être qu'on se posera la question de l'expérience clientèle individualisée dans un processus de regroupement. Peut-être qu'on se posera la question de la démarche qualité et la montée en gamme au regard du processus qui est la relation humaine. Peut-être que ces questions sont les questions d'avenir, mais peut-être que je me trompe parce que peut-être que ce sont déjà des questions d'actualité. Merci Marc. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Oui, bonjour, Antoine Fatiga pour la CGT. Je voudrais simplement poursuivre ce que vient de dire Marc en disant que la réflexion aujourd'hui sur un nouveau tourisme ou au tourisme se fait entre autres en Auvergne-Rhône-Alpes. Et de ce point de vue-là, ma question elle est directe, c'est comment tout ce qui vient d'être dit sur les atouts du tourisme social et solidaire est porté sur les territoires, il est aussi porté par tous les acteurs que nous sommes ici dans les endroits où se font la réflexion, pour éviter que par rapport à cette réflexion qui se fait suite à la pandémie, on est un peu les vieux modèles
qui continue, quoi. Hein. Je veux dire, quand je vois par exemple ce qui est dit dans le cadre du plan montagne ou du plan avenir montagne du gouvernement ou de celui de la région, quand on voit que le tout ski continue à faire et qu'on n'est pas capable de développer d'autres activités pour aller à un tourisme plus large, qui permettrait entre autres, y compris à nos installations, de mieux tourner, je me dis que le tourisme social et solidaire a des atouts. Eh bien la question c'est comment nous portons, nous, ces atouts-là sur les territoires avec les collectivités pour encore plus, j'irais, être innovants, être performants et que nos installations puissent vivre. Merci. Merci. Est-ce que d'autres interventions dans la salle? Oui. Bonjour Robin, Iserdrome Destination Junior, réseau des centres de vacances. On a abordé beaucoup de sujets marketing sur comment rendre l'offre plus verte pour le client. Alors, je parle pour la France. Il y a pas mal de représentants d'autres pays ici, mais j'imagine qu'ils ont les mêmes problématiques. Là, on s'oriente vers une obligation légale, avec le décret tertiaire notamment, de réduction des consommations d'énergie. Donc, moi, la question que je me pose, c'est en effet, ça fait, j'étais pas né en l'occurrence, mais je pense que ça fait bien trop longtemps qu'on se pose ces questions et qu'on continue à se poser les mêmes questions. J'ai quand même l'impression qu'on arrive à un tournant et que d'ici 5 ans, 10 ans, ce sera la norme. Donc la question aujourd'hui, elle est plutôt de comment on accompagne les professionnels pour faire cette transition, plutôt que leur expliquer que c'est ce qu'il faut faire. Donc je pense que c'est le rôle de nos réseaux, c'est le rôle d'Isto au niveau mondial et c'est le rôle des réseaux aussi plus locaux, déjà de diffuser l'information, parce que les professionnels n'ont pas forcément ces informations, et ensuite de les accompagner dans cette transition. Voilà, c'était pas une question, c'était plus une remarque. Merci. Je me tourne vers nos intervenants, nos 3 intervenants. Est-ce que parmi ce qui a été dit, vous souhaiteriez, ou même avant de passer la parole à la présidente d'Isto et à Muriel pour une conclusion, est-ce que vous avez une réaction conclusive, si je puis dire? Guillaume, Christelle, Emmanuel. Moi, j'ai juste au moins déjà à répondre peut-être rapidement aux questions qui étaient posées par Valéria tout à l'heure, à la fin de mon intervention, où elle me posait 2 questions. Déjà, un qui était sur quelles étaient les actions aujourd'hui qu'il fallait mettre en place au plus vite. Alors, même si effectivement j'avais déjà quand même pas mal répondu dans le cadre de l'intervention, qui était le fait de dire... Il y a une image aujourd'hui sur laquelle travailler du tourisme social et solidaire et avec une opportunité aujourd'hui de pouvoir valoriser des valeurs qui sont clairement en phase avec les attentes et les nouvelles tendances de consommation. La deuxième question de Valéria était sur la communication, la diffusion des résultats de cette étude. Alors Simon, tu en avais déjà parlé un petit peu avant. Effectivement, cette étude, ce n'est en tout cas, les éléments que je vous ai présentés n'est qu'une petite phase, en tout cas une synthèse de la première phase de l'étude. Il y aura 2, voire probablement une 3e phase à cette étude, puisque là, on a regardé le côté qualitatif. On est allé avoir le retour des vacanciers, des prescripteurs sur leur perception du tourisme social et solidaire, du tourisme responsable. On a vu d'ailleurs les biais, les distorsions qu'il peut y avoir. Maintenant, on va aller quantifier ces résultats, on va aller travailler sur des panels représentatifs de la population française et essayer de voir aujourd'hui quelle est la part justement de ces Français qui ont ces ressentis, qui font ce type de remarques, qui pourraient être potentiellement intéressés par ce type d'offre. Et là, ça va être assez intéressant de pouvoir aussi montrer les réels potentiels, les parts de marché actuel et potentiel du tourisme responsable, du tourisme social et solidaire. Merci. Alors, merci beaucoup. Désolé. Non, sinon, on va devoir conclure. Christelle? Alors, pas pour conclure, mais juste pour répondre à Marc, effectivement, j'ai bien entendu la vision. Est-ce qu'elle a vraiment changé, cette société française? C'était presque de la sociologie. Et effectivement, Urbain, que j'affectionne particulièrement. Est-ce que les choses changent réellement? Non. Est-ce qu'elles évoluent? Oui. Moi, quand j'entends effectivement les grandes tendances du tourisme social et solidaire, je me dis qu'il y a quelques années, on a peut-être oublié de se reconnecter à l'humain
et qu'on est passé un petit peu trop sur la technologie. Et là, l'absence d'humain et le trop digital, le trop visio, même si on voit que c'est un défi, et ce sera le défi pour demain, l'idée de se reconnecter aux autres à travers les valeurs que vous portez, à travers un tourisme que l'on veut bienveillant dans notre stratégie. Oui, c'est pas une révolution, on est d'accord, mais c'est un retour au cœur de notre industrie qui est l'humain. Ouais. Merci beaucoup. Emmanuel, un mot de conclusion ou reste sur l'humain au cœur, si je puis dire? Oui, je crois que l'humain, c'est le terme important. Nous, on a la chance d'accompagner la DGE sur la mesure de la qualité d'expérience des visiteurs étrangers en France depuis 2011. Et on voit année après année que l'accueil humain, l'accueil de la population locale, que ce soit par les professionnels du tourisme ou les habitants d'un territoire, reste le facteur le plus contributif à la qualité de l'expérience globale et un levier formidable de fidélisation. Donc ça reste incontournable, et quand on nous demande assez fréquemment en ce moment si le monde d'après sera celui d'avant, bah oui, en fait, il n'y a pas à attendre de changements trop radicaux dans l'esprit des consommateurs. Ça a été très bien dit. Il y a des phénomènes d'accélération, de digitalisation, de retour à la nature, de reconnexion, mais qui étaient déjà très en place. Idem sur les mélanges d'expériences. On parlait du bleisure tout à l'heure, mixer les voyages d'affaires, d'agrément, les voyages intergénérationnels. Toutes ces tendances-là étaient déjà très présentes précédemment. Merci beaucoup. Je vais laisser la place pour la conclusion de ce sommet et de ces travaux. Charles.